On a beaucoup parlé de son extradition vers les États-Unis. Est-ce qu'on peut faire le point sur ce sujet? Parce qu'en fait, que risque-t-il aux États-Unis? Je peux répondre à cette question. Bonsoir, je me présente. Je m'appelle Julien Pierret. Je suis professeur à la faculté de droit et de criminologie de l'Université libre de Bruxelles. J'y dirige le Centre de droit public et social et j'y enseigne notamment le droit constitutionnel. Je suis l'affaire Assange depuis plusieurs années. Alors pour répondre à votre question, madame, les États-Unis ont retenu 18 chefs d'accusation contre Julian Assange. Ce sont ces 18 chefs qui justifient la demande d'extradition adressée par les États-Unis au Royaume-Uni. Ces 18 chefs ont été définitivement adoptés en juin 2020 et ils trouvent leur source dans ce qu'on pourrait appeler l'équivalent états-unien de notre code pénal. Un premier chef d'accusation renvoie au crime de conspiration. Il est reproché à Julian Assange d'avoir conspiré en vue de commettre une intrusion dans un ordinateur protégé afin d'y trouver et de diffuser des informations classifiées. Ce crime est passible d'une peine de 5 ans de prison maximum. Les 17 autres chefs d'accusation ont tous la même source, un long article de ce code pénal qui punit la collecte, la transmission ou la perte d'informations touchant à la défense nationale. Il est reproché à Julian Assange d'avoir conspiré, notamment avec Chelsea Manning, mais avec d'autres personnes, en vue d'obtenir et de diffuser de telles informations, alors qu'il avait les raisons de penser que ces informations seraient utilisées en vue de nuire aux intérêts des États-Unis. 17 chefs d'accusation. Pourquoi 17 ? Parce qu'en quelque sorte, le comportement de Julian Assange est saucissonné en plusieurs actes distincts. Solliciter ces documents auprès d'une personne qui a accès, c'est un chef d'accusation. Solliciter ces mêmes documents auprès d'une personne qui n'y a pas accès, c'est un autre chef d'accusation. Transmettre ces documents à un tiers, c'est un troisième chef d'accusation. En outre, les informations dont il est question sont pareillement distinguées. Un chef d'accusation va spécifiquement viser les documents relatifs à la guerre en Afghanistan. Un autre chef d'accusation va porter sur des documents qui sont relatifs à la guerre menée en Irak. Un autre chef d'accusation encore porte sur la transmission de câbles diplomatiques ou de rapports d'évaluation de personnes détenues à Guantanamo. Enfin, ces chefs d'accusation visent des périodes différentes. La plupart renvoient à des faits qui se seraient produits entre novembre 2009 et mai 2010, mais certains visent des faits qui se seraient prolongés jusqu'en 2015 ou jusqu'en 2019. Le chiffre de 17 peut donc paraître artificiellement gonflé. Mais l'on comprend la manœuvre. Chacun de ces 17 crimes est puni par une peine de prison de maximum 10 années. Et comme vous le savez, aux États-Unis, les peines sont cumulées, quitte à largement dépasser l'espérance de vie d'un individu. En d'autres termes, Julian Assange risque 170 ans de prison, auxquels il faut ajouter les 5 années pour l'incrimination de conspiration en vue de commettre une intrusion informatique. 175 ans de prison, c'est la peine maximale que risque Julian Assange aux États-Unis. Vous avez une autre question ? Bonsoir. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, ce procès sera-t-il nécessairement inéquitable ? Eh bien, disons que c'est mal parti. Qui a retenu les 18 chefs d'accusation que je viens d'évoquer ? Eh bien, un grand jury, établi, constitué, réuni dans l'État de Virginie, dans la ville d'Alexandria. Alors, le grand jury occupe une place tout à fait singulière dans la procédure pénale américaine. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un jury composé de citoyens tirés au sort, généralement 23. C'est une institution littéralement médiévale, puisqu'elle trouve son origine dans le droit britannique du XIIe siècle. Au XXIe siècle, à l'exception du Libéria et donc des États-Unis, tous les pays qui ont un jour connu un grand jury ont cessé d'y recourir. Et on comprend pourquoi. Car les difficultés que pose un grand jury sont très importantes, surtout au regard de nos standards judiciaires contemporains.
Pour mieux comprendre ces difficultés, le plus simple est de comparer le fonctionnement d'un grand jury à l'institution qui, en Belgique ou en France, remplit grosso modo les mêmes fonctions qu'un grand jury. Un grand jury, un juge d'instruction, ne se prononce pas sur la culpabilité d'une personne. Non, il décide, sur la base d'éléments de preuve qui leur sont présentés, de renvoyer cette personne devant un juge du fond. Voilà pour le point commun, et c'est le seul. Les différences, par contre, elles, sont nombreuses et importantes. Je n'en citerai que 2 et elles me semblent essentielles. Première différence. Un juge d'instruction instruit à charge et à décharge. Il collabore avec le parquet, mais il est à la disposition des avocats de la défense qui peuvent le solliciter, notamment pour réclamer de nouveaux actes d'enquête. Eh bien, un grand jury agit exclusivement à charge. Seul le procureur responsable des poursuites peut interagir avec les membres d'un grand jury. Seul ce procureur peut présenter les éléments de preuve qu'il a récoltés. Les avocats de la défense ne participent en aucune manière à la procédure menée devant un grand jury. Ils n'ont évidemment pas accès au dossier que présente le procureur au grand jury et ils ne peuvent donc pas le contester. Deuxième différence. Lorsqu'il clôture son instruction, un juge d'instruction soumet son rapport à un débat contradictoire. Si un juge d'instruction rend des comptes, un grand jury ne rend de compte à personne. Si la majorité de ses membres décide qu'un procès doit avoir lieu, et c'est le cas dans 99% des cas qui lui sont soumis, eh bien, ce procès aura lieu. La décision d'un grand jury est à peine motivée. Un simple résumé des faits, biaisé puisqu'exclusivement à charge, accompagne les chefs d'accusation. Dans l'affaire Assange, une affaire complexe, ce résumé des faits fait à peine 30 pages. Personne n'a accès aux pièces du dossier. On ne connaît évidemment pas l'identité des membres du grand jury. On ne connaît ni la durée, ni la date de leurs délibérations qui ont lieu dans le plus grand secret. Après, et sur le fond de l'affaire Assange, il me semble évident que les conditions d'un procès équitable ne sont pas réunies. Les conditions ne sont pas réunies car, comme vous l'avez vu, depuis maintenant plus de 10 ans, des responsables politiques états-uniens du plus haut niveau, tous partis confondus, ont déjà condamné Julian Assange. Ils l'ont déjà qualifié de terroriste high-tech, d'ennemi de la nation ou encore de combattant illégal. Que l'on ne s'y trompe pas, les poursuites dont fait l'objet Julian Assange ont une tonalité indéniablement politique et cette tonalité politique ruine tout espoir d'assister à un procès équitable. Vous l'avez vu, depuis maintenant 10 ans, Julian Assange fait l'objet d'une campagne médiatique d'une violence rare qui a vu se succéder les plus grands éditorialistes US à la tribune de la haine. Comment imaginer un seul instant qu'un jury populaire puisse rester insensible au climat délétère qui entourera et qui entoure déjà l'affaire Assange? Un procès équitable contre Julian Assange ne pourra avoir lieu aux États-Unis car la procédure n'est déjà plus équitable. Balthazar Garson, Christophe Marchand, Annemie Chausse l'ont évoqué tout à l'heure. Julian Assange a fait l'objet d'écoutes téléphoniques durant sa séquestration à l'ambassade d'Équateur à Londres et des conversations confidentielles menées avec ses avocats ont déjà été enregistrées. C'est une rupture énorme du principe d'égalité des armes. D'un côté, un grand jury qui fonctionne en secret sur la base d'un dossier confidentiel, et de l'autre, une stratégie de défense dont les grandes lignes ont déjà probablement été portées à la connaissance du procureur. Enfin, un procès équitable contre Julian Assange ne pourra avoir lieu aux États-Unis, car les conditions de détention qu'il devra subir avant et durant son procès ne lui permettront pas d'exercer correctement ses droits de la défense. Pourquoi ? Bien parce que son régime sera épouvantable, encore bien plus épouvantable que celui qu'il connaît aujourd'hui à Londres. Il sera mis à l'isolement, ses contacts avec le monde extérieur seront réduits au minimum, sa correspondance sera minutieusement, scrupuleusement surveillée, censurée, exploitée. Les entretiens limités qu'il pourra avoir avec ses avocats se dérouleront dans des conditions qui ne permettront pas de totalement garantir leur confidentialité. Vraiment, les conditions d'un procès équitable visant Julian Assange ne sont pas réunies et elles ne le seront jamais.
Malheureusement, j'ai l'intime conviction que si un procès a lieu aux États-Unis, Julian Assange perdra ce procès. Oui, mais en fait, ce que je ne comprends pas très bien, la justice anglaise avait refusé l'extradition de Julian Assange en janvier 2001. Et ensuite, ils ont accepté cette extradition que quelques mois plus tard, donc en décembre 2021. Et pourquoi il y a eu ce retournement ? Alors, rassurez-vous, madame, comme vous l'avez compris, personne ne comprend la justice anglaise. Alors, je vais quand même répondre à votre question. Tout d'abord, la décision de janvier 2021 qui fait obstacle à l'extradition de Julian Assange, et cela a été rappelé par Christophe Marchand, est uniquement justifiée par l'état de santé de Julian Assange. Un état de santé qui ne permet pas son extradition vers les États-Unis. Mais d'autre part, et surtout, entre janvier 2021 et décembre 2021, les États-Unis d'Amérique ont fourni ce que l'on appelle des assurances diplomatiques au Royaume-Uni. Et parmi ces assurances, l'une concerne l'état de santé de Julian Assange. Et c'est précisément l'existence de telles assurances qui ont permis au second juge de valider cette demande d'extradition, puis au ministre de l'Intérieur de la confirmer. Alors, c'est quoi une assurance diplomatique ? Elles sont assez courantes dans le domaine de l'extradition. Par exemple, un État européen qui, évidemment, interdit la peine de mort, ne peut extrader une personne vers les États-Unis, une personne qui risquerait d'y subir la peine capitale, sans précisément une assurance diplomatique par laquelle les États-Unis s'engagent à ne pas prononcer la peine de mort. Un État européen qui est tenu de respecter la Convention européenne des droits de l'homme ne peut, sans assurance diplomatique, extrader une personne vers un État où cette personne risquerait de subir un traitement ou une peine interdit par cette Convention. Dans l'affaire Assange, les États-Unis ont fourni 3 assurances diplomatiques. Et je vais vous expliquer en quelques mots pourquoi ces assurances n'ont d'assurance que le nom et pourquoi en réalité il s'agit d'un leurre. On peut aller très vite sur la première assurance diplomatique. Les États-Unis s'engagent à ne pas s'opposer au retour de Julian Assange sur sa terre natale, en Australie, pour y purger sa peine. Mais en réalité, les États-Unis ne s'engagent à rien, puisque la décision finale appartiendra à l'Australie, et à ce jour, rien ne nous laisse entendre que l'Australie réclamera un jour, exigera un jour, le retour de Julian Assange. Deuxième assurance diplomatique, celle qui concerne l'état de santé de Julian Assange. Durant l'ensemble de sa détention, avant, pendant et le cas échéant, et le cas échéra, après son procès, Julian Assange pourra bénéficier des soins que son état de santé requiert, des soins qui lui seront délivrés par le médecin compétent de la prison dans laquelle il sera détenu. Ben voyons. Je n'ai pas assez de doigts pour compter les rapports qui émanent de comités des Nations Unies, d'organisations non gouvernementales, d'experts indépendants, de médecins, de psychiatres qui soulignent les graves lacunes dans les soins dont bénéficient, ou plus exactement, dont ne bénéficient pas les personnes détenues aux États-Unis. Il existe des précédents notables où l'on avait également promis un accès satisfaisant à des soins de santé et où cette promesse n'a pas été tenue. Je pourrais vous parler de Nizar Trabelsi, que la Belgique a extradé en 2013 aux États-Unis et qui, depuis lors, attend son procès dans des conditions de détention absolument épouvantables qui ont considérablement aggravé un état de santé déjà bien fragilisé. Il est évident que Nizar Trabelsi n'a absolument pas accès aux soins que requiert son état de santé. Et pourtant, à l'époque, la Belgique avait reçu des assurances diplomatiques. Avec la troisième assurance diplomatique, on frise la perversion. Les États-Unis s'engagent à ne pas soumettre Julian Assange à des mesures dites administratives spéciales, ni à le détenir dans la prison dite ADX, située à Florence, dans l'État du Colorado. Les mesures administratives spéciales constituent un régime de détention adopté dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001. Il s'agit du régime appliqué aux terroristes, aux personnes condamnées pour grand banditisme, mais également pour espionnage ou pour trahison. Vous l'avez compris, il s'agit d'un régime carcéral ignoble, épouvantable, dont les traits caractéristiques seraient, en Europe, considérés comme des actes de torture, comme constitutifs de traitements inhumains
et dégradant. Isolement total, privation sensorielle, aucun accès à la presse, aux médias, visites limitées et strictement encadrées, régime disciplinaire arbitraire. Mais ces mesures administratives spéciales sont, en droit pénitentiaire états-unien, un label, une étiquette. Ce droit offre une quantité impressionnante d'autres mesures, d'autres régimes qui ne sont pas formellement nommés comme administratives spéciales, mais qui aboutissent en réalité au même résultat. Alors, peut-être que Julian Assange ne sera pas soumis à des mesures administratives spéciales, mais rien ne nous garantit qu'il ne soit pas soumis à d'autres mesures comparables, mais qui portent un autre nom dans la sinistre nomenclature carcérale états-unienne. Bref, cette assurance ne prémunit en rien Julian Assange contre le risque de subir un traitement inhumain ou dégradant. La prison dite ADX, située à Florence, Colorado, est une prison de haute sécurité en fonction depuis plus d'une vingtaine d'années. Ils sont détenus parmi les criminels parmi les plus dangereux des États-Unis. Vous l'avez compris, le régime est assez proche de ce que je viens de décrire. Isolement et privation en sont les maîtres mots. Mais il existe aux États-Unis plus d'une soixantaine d'établissements pénitentiaires dont le régime est en tout point comparable à celui que l'on observe dans la prison ADX à Florence, Colorado. Et pour ces 60 autres établissements pénitentiaires, nous n'avons aucune garantie, bien sûr. Mais je vous avais parlé de perversion, car le pire reste à venir. Cette double assurance, pas de mesures administratives spéciales, pas de détention à la prison ADX, est conditionnée à l'attitude qu'adoptera Julian Assange aux États-Unis. En effet, les États-Unis s'engagent à ne pas soumettre Julian Assange à des mesures administratives spéciales ou à les détenir à la prison ADX, sauf si Julian Assange commettait un acte qui serait susceptible de justifier qu'on lui applique ces mesures ou que l'on le transfère à Florence, Colorado. Quels actes? On ne sait pas. Une prise de parole, un contact prohibé, une grève de la faim, une participation à une campagne en faveur de sa libération? On ne sait pas. Nous n'avons aucune espèce d'idée des actes ou des paroles qui pourraient aboutir à ce que les États-Unis reviennent sur cette double promesse. À tout moment, pour un motif dont il ignore aujourd'hui tout, ces conditions de détention, qui ne seront déjà pas optimales, pourront être gravement modifiées. Bref, tout le poids de cette assurance repose sur les seules épaules de Julian Assange. Cette assurance, et c'est là tout le paradoxe, est en soi constitutive d'un traitement inhumain, puisqu'elle fait peser sur la tête de Julian Assange une épée de Damoclès au contour incertain, et ce, dès qu'il aura mis les pieds sur le territoire des États-Unis. Deux observations finales pour clôturer cette réponse un peu longue sur les assurances diplomatiques. Premièrement, vous l'avez constaté, aucune de ces assurances ne concerne les garanties procédurales qui devraient présider au procès visant Julian Assange aux États-Unis, et dont j'ai souligné le caractère pour le moins problématique. Deuxième observation. Dans son jugement qui valide cette demande d'extradition, le tribunal britannique prend ses assurances pour argent comptant. À aucun moment, il ne les confronte à l'épreuve des faits. À aucun moment, il ne se montre sensible aux arguments, aux précédents qui permettent de douter de leur crédibilité. À aucun moment, il n'envisage le moindre mécanisme de suivi qui permettrait de vérifier leur mise en œuvre une fois l'extradition réalisée. Non. Ce juge britannique se contente, avec pas mal d'emphase d'ailleurs, de faire référence à la longue tradition démocratique des États-Unis. Il se réjouit de l'histoire plus que centenaire de la coopération judiciaire entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Et il va même jusqu'à souligner la performance du système des soins de santé états-unien. Et pourtant, vérifier la crédibilité d'assurances diplomatiques, prévoir un mécanisme de monitoring, eh bien cela fait en principe partie des obligations de tout État à qui l'on sollicite une extradition. Une jurisprudence abondante et constante de la part de comités des Nations Unies ou de la Cour européenne des droits de l'homme exige de telles garanties avant de procéder à la moindre extradition. Et c'est aussi cette jurisprudence qui a foulé aux pieds cette décision britannique. Voilà,
J'espère avoir répondu à vos questions, j'espère plus largement vous avoir permis de mieux comprendre certains des enjeux importants que soulève la demande d'extradition qui vise aujourd'hui Julian Assange. Je vais vous laisser en compagnie de François Astulkens, une personnalité importante, une figure d'autorité non seulement juridique mais aussi morale. De 1998 à 2012, elle a été la juge belge à la Cour européenne des droits de l'homme, une institution dont elle a d'ailleurs assuré la vice-présidence entre 2011 et 2012. Vous allez l'entendre, les mots qu'elle utilise sont très forts. Je vous laisse en juger. Merci et bonne fin de soirée.